Ça me fait penser, cette histoire d'interdire un couple de faire son petit feu de cheminée pendant qu'à côté, il y a le poids lourd qui passe sur la route. Ça me fait penser à un très joli dessin de Sampé, où il y avait comme ça un immense château avec une allée extraordinaire, puis il y avait les deux aristocrates qui arrivaient à cheval, et ils arrivaient dans une toute petite épicerie où il y avait une petite grand-mère qui était en train de mettre de l'essence dans son Solex. Il y avait des aristocrates qui se pensaient « Alors Mathilde, en plein dans la société de consommation ?» Non, c'est ça. C'est énorme, quoi. On va interdire les gens de faire un petit feu, puis on va laisser les poids lourds bousiller la planète, quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai qu'on a un monde qui marche sur la tête là-dessus. Complètement. Alors on nous dit qu'il y a des villes anglaises, Leeds, je crois, autonomes en légumes grâce aux Oui, habitants qui c'est ont vrai. investi tous les espaces verts pour y planter des légumes pour tous. C'est ça, et Absolument. à l'origine, c'est de femmes. Les jardins partagés, etc. Voilà. Ouais. Non, mais ça porte un nom et ça arrive en France. Parce qu'en fait, il n'y a plus un jardin, il n'y a plus un jardin public, toutes les friches et tout. Ouais, c'est sympa ça. Ouais. Ah, et puis les gens font leur compost, ils font des composts en commun et tout, ça crée plein de liens. Non, c'est génial, sympa. ça. Ouais, ça c'est super. Ça, c'est super. Super idée. Alors, Mister Canel, il nous dit, c'est quoi la spermaculture? Non, pas la spermaculture. Non, ah bon, Non, il rigole. Parce qu'il y a quelqu'un qui- Permaculture. Il y a quelqu'un qui lui dit après, oui, c'est une culture semi-directe sous couvert. Donc bon, c'est peut-être une blague. Voilà, c'est des blagues, là. C'est des blagues d'internautes, là. D'accord. La spermaculture. Culture de spermatozoïdes sous serre. Chaque fois qu'on fait l'amour, on fait de la spermaculture. Ah bah d'ailleurs, il y a quelqu'un qui lui a répondu, c'est quand tu transformes ton chat au lieu de rencontre prostituée de travailleurs. Ah là, il est tard, ça dérape. Ouais, ça dérape. Ça dérape. Non, mais c'est bien, ils sont fatigués. Non mais ils ont de l'humour, hein. ils ont beaucoup d'humour. Ouais, je vois. Alors on nous dit, il y a Awen, y a-t-il un statut professionnel, hormis celui d'agriculture cotisant MSA, qui permettrait de passer outre l'obligation d'acheter les semences dans les catalogues officiels et d'utiliser nos propres semences en tant que professionnels? Un moyen, ou existe-t-il un moyen légal de contourner cette obligation? Alors, c'est compliqué. Vous pouvez le faire si vous allez au-delà du simplement la céréale, vous écrasez, vous êtes à la fois paysan, meunier et boulanger, et vous vendez le pain. Non, c'est faux ce que tu dis. Ah. Non, Il je faut crois s'associer pas. avec un boulanger. Mais non, parce que je pense que si tu prends, je crois pas, le boulanger, c'est quand même des graines qui sont au gnis. Tu peux pas, s'il faisait une céréale qui n'existe pas, qui n'est pas, tu n'as pas le droit de vendre le pain. Tu n'as pas le droit de vendre le pain. Oui, mais je pense que c'est comme les tomates, tu peux pas les vendre. Et même Oui, si, j'ai le droit de les cuire chez moi, mais je peux mais pas voilà, les tu ne vendre. pourras pas les vendre. Alors effectivement, pour des particuliers, il n'y a aucun problème. On pourra continuer même mais de ramener des graines, de prendre avec Cocopelli ou tout ces. Mais là, on parle à la vente, à partir du moment où tu es consommateur ou que tu achètes, même Berthelot, le pain, il le donne. Où il le fait, où les gens y vont comme ça. Aller surveiller trouver la race de blé qu'a fait le pain, je crois que techniquement, ils doivent pas pouvoir l'analyser. Je sais pas. C'est très compliqué. Ils essayent de fermer le système. Bon, je pense qu'ils n'y arriveront pas, d'aller derrière chez tout le monde. Mais même s'ils n'arrivent pas à prendre les gens, je veux dire, mettre cette loi-là, c'est un danger pour notre liberté. Ça ne devrait pas exister. C'est sûr qu'ils ne vont pas mettre un garde-chou derrière chaque agriculteur ou chaque maraîcher, et qu'il y a des maraîchers qui pourront... mais un jour pas comme un autre, si quelqu'un se fait prendre, ça lui coûtera cher. Ça lui coûtera cher. Mais on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque agriculteur qui veut acheter. Mais c'est l'idée d'interdire les graines paysannes. C'est ça qui est... C'est un droit depuis la nuit des temps pour les agriculteurs. Et on touche cette liberté des agriculteurs, c'est inadmissible. Ouais, parce qu'on parle de liberté fondamentale. Voilà, voilà. Pousser ses semences, et il récupère ses semences. C'est ça qui est grave. C'est avant Monsanto quand même que ça. C'est ça la gravité. C'est ça. C'est énorme, ça veut dire que c'est un droit fondamental. Exactement. Moi j'ai presque envie de dire que ça devrait être un droit constitutionnel. Normalement, oui, il y a pour le protéger. Il y a deux choses qui devraient être totalement protégées. L'eau, c'est scandaleux qu'on donne l'eau à des boîtes privées, c'est inadmissible parce que l'eau est indispensable. Vous ne pouvez pas vivre plus de 2 jours sans eau. Et puis ils ne produisent pas l'eau, ces boîtes privées. Et puis en fait, elles ne produisent font pas que du de tout. la cheminée, en fait. Et puis ils nous piquent de l'eau qui vient de notre pluie, qui tombe sur notre pays. Ouais. Hein, donc c'est de l'appropriation d'un bien public. Donc ça c'est scandaleux. Que l'eau soit privée, c'est absolument
absolument inadmissible. Et les graines. Ils essayent de privatiser l'air, de nous empêcher de nous faire payer l'oxygène que nous respirons. Ah oui, J'espère qu'ils vont pas y carbone, arriver. Voilà, etc. c'est ça. C'est un peu le principe de payer l'air, ça, de payer pour Et respirer. puis il devrait y avoir, toutes les graines devraient être strictement faire partie du bien de l'humanité. Ça devrait être un bien de l'humanité. Il devrait y avoir absolument interdiction d'empêcher un agriculteur de replanter ses graines. Ça, c'est une loi totalement liberticide. Ah oui, complètement. Ouais, il faudrait presque une loi constitutionnelle, quoi, parce que là, vous parlez finalement d'une liberté fondamentale. Fondamentale et très importante, je pense que pour la sécurité alimentaire. Pour la sécurité alimentaire, et en plus même pour notre avenir à tous, parce que les agriculteurs deviennent esclaves, et puis nous aussi, puisque on n'a plus de moyens d'action, on ne sait plus. Et puis, on peut plus agir du tout sur ce du tout, mange, on peut plus rien faire. Et il y aura un risque important, c'est qu'on va perdre énormément en biodiversité. Parce que si on interdit toutes ces graines paysannes, c'est la biodiversité. Hein, donc le mélange, puisque dans un champ, il y a différentes graines, donc elles sont pas identiquement les mêmes. Et donc ça va être, si on interdit toutes ces graines paysannes, c'est évident, et déjà on en a perdu beaucoup. Hein. On avait 3600 espèces de fruits. On en a une quinzaine en ce moment pour les pommes et poires, prunes. Et maintenant, on n'a que quelques variétés américaines, quelques variétés françaises. J'ai vu les golden, les granny. On avait 1500 cépages de vin, il nous en reste plus que 150. Enfin, et si on fait ça, on va perdre toute cette biodiversité. Donc c'est un patrimoine de l'humanité. C'est un vrai patrimoine. C'est complètement, c'est criminel. Et nous, on dit toujours qu'un jour, on espère que ces gens-là seront condamnés. Ah bah j'espère bien aussi. Il y en a beaucoup qui l'espèrent aussi, je vous assure, dans ceux qui nous regardent. Parce que c'est vraiment... moi, ça me terrifie qu'on puisse aller jusque-là. Cette possession du vivant, être plus qu'un dieu, posséder le vivant. Mais on n'a pas le droit de le posséder. Il appartient à la planète. Oui, puis c'est pas un homme qui l'a créé, c'est pas l'homme qui a créé l'eau, il y a personne qui a créé ses graines, c'est la nature. Vous imaginez si on pousse le bouchon beaucoup plus loin et qu'on arrivait, on ferait des OGM d'humains, ça veut dire que nos enfants, l'être humain, serait la possession de ces multinationales? Ça fait peur, moi, je trouve. Oui, ça fait très peur. Ça fait très peur. Ça fait très peur parce que s'ils ont breveté le vivant pour des plantes ou des animaux, pourquoi pas nous? Pourquoi pas demain, ça veut dire que en fait, on va breveter le génome humain de la même façon, puis on va dire moi la vision bleue, ça m'appartient. On va garder que les obéissants. C'est comme ça. Ça m'appartient. Votre enfant, il sera comme ça. Vous devrez payer des royalties. C'est capable. Non, mais parce que c'est le monde de fou dans lequel on est. Je me dis, c'est tout à fait réaliste. Pour l'instant, on dit c'est que les plantes, mais pourquoi pas? Et ça, c'est quelque chose qui est très voltant. C'est pour ça que je dis, j'espère qu'un jour, ils seront condamnés. Je pense que le message est passé, vous avez tout à fait raison, il faut commencer par se révolter contre cette propriété du vivant qui est absolument scandaleuse. Oui. Alors on nous dit, il y a plusieurs questions, parce que on nous dit, j'avais vu un truc où on parlait de nos urines et excréments pour faire du compost, mais pour des plantes non consommables. Y a-t-il vraiment une incidence? C'est possible ça? Alors, il y a ce qu'on appelle, c'est les fans du compost avec vos urines et vos excréments, ce qu'on appelle les toilettes sèches. Oui. Non, ça va. Alors, on conseille de ne pas les mettre sur vos légumes, parce que si vous avez une maladie ou un germe, il vaut mieux le mettre sur vos fleurs, etc. Mais après, si par exemple, l'année où votre compost que vous avez fait avec vos excréments, vos urines, vous allez plutôt faire ça à vos fleurs, parce que si dans votre jardin potager, il y a un coin plutôt pour les fleurs, un coin plutôt pour les légumes, et puis 2 ans ou 3 ans après, vous pourrez faire des légumes. Mais il ne faut pas le faire toute l'année tout de suite. Voilà. D'accord. Surtout si vous faites des salades et qu'elles ne sont pas cuites et tout. Voilà. Donc il faut quand même faire attention. Il faut faire des rotations un peu longues, mais sinon c'est un excellent produit. Très très riche. Des solutions la Chine vit là-dessus, enfin elle a vécu là-dessus pendant des millénaires, avec les toilettes sèches le long des routes, où passant et la gentillesse de me laisser ton offrande, il y avait écrit et les gens pissaient, et après le gars il allait mettre ça dans son compost. D'accord. Je savais pas cette anecdote, mais on en apprend tous les jours. Justement, on nous dit Paulo Lisboa, les toilettes sèches, c'est la révolution, la vraie solution pour sauvegarder l'eau. Absolument, oui.
Et alors il y a aussi ce qu'on nous dit, c'est alors voilà, on nous pose une question, c'est Mister Quenel. J'avais entendu Monsieur Bourguignon dans une conférence expliquer au public comment augmenter le rendement de pommes de terre avec juste de la paille. Serait-il possible qu'il Non, il explique un petit peu augmente pas. plus en détail? Non, pas augmenter, simplifier la pomme de terre. Vous savez, on la sarque, on fait des buts, c'est très fatigant à faire. ouais. Non, une méthode toute simple. Vous posez vos pommes de terre sur les sols et vous leur mettez 20 cm de paille. Il n'y a pas à les désherber, il n'y a pas à s'en occuper. Elles poussent au travers de la paille. Quand vous voulez les pommes de terre, vous soulevez la paille, vous prenez vos patates, elles en refabriquent. Donc c'est une méthode économique, c'est ce qu'utilisent les paysans boliviens pour produire la pomme de terre. Vous savez, Alors on la produit dans la paille ça n'augmente directement. ouais, sous la paille. Hein, Sous la on la met paille. sous la paille. Sous On la met la paille. paille par-dessus. C'est-à-dire on les met en terre quand même, mais après Non, vous pouvez même les poser sur le sol. on peut les poser sur Ah, le sol. ouais, vous pouvez poser Ouais, on les peut choses. à peine les À peine, enfoncer, à peine. mais ça n'augmente pas le rendement. Non, ça augmente pas le Il n'y a rendement. pas d'augmentation. Non, de pas rendement. d'augmentation de C'est une rendement. grande Non, simplification une de travail simplification de pour le travail. citadin qui travaille, qui n'a pas le temps tout le temps, vous voyez, d'aller sarcler ses Ouais. pommes de terre et tout. Bon, bah, c'est une grosse économie. Nous qui voyageons beaucoup, on est content de faire comme ça parce qu'on n'a pas le temps nous, d'aller faire toutes les bulles. C'est un boulot énorme. D'accord. Mais on n'augmente pas les rendements. Alors, on nous dit... Alors, bonsoir. Pourriez-vous me dire pourquoi les agriculteurs sont obligés de vendre et de cultiver des variétés de fruits et légumes brevetés? Quels sont les arguments en faveur de cette loi? C'est l'Oxon. Bah, il n'y en a pas vraiment d'arguments de faveur. L'argument, c'est toujours pareil. Si, Enfin, la sécurité. Ah oui, la sécurité, voilà. Monsanto, ils ont des arguments, la sécurité, Voilà, ils veulent toujours. nourrir toute la planète, Voilà, c'est ils ont ça. plein de bonnes intentions. Ils nous adorent. Ils nous Voilà, adorent. Ils nous aiment très fort. Voilà, ils nous Mais bichonnent. c'est tout, c'est des arguments Mais totalement débiles. voilà. Et certains, et en plus, dans certains cas, ils ne sont pas subventionnés. Donc plus. voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'argument, effectivement. Oui, il y a vraiment, voilà. Alors, on nous dit pourquoi les coopératives indépendantes ne se développent pas plus. Finalement, ils n'auraient pas plus besoin de faire la course à la productivité et ils auraient plus de marge. Oui, les coopératives indépendantes, bah, c'est peut-être aussi l'éloignement. Parce que par exemple, moi je vois comme ici où on est en banlieue parisienne, c'est beaucoup plus difficile à trouver des AMAP et des petits agriculteurs qu'évidemment quand on est en province, quoi. Et oui, en Ouais. province, c'est quand même plus facile. Même s'il n'y a pas une AMAP, vous pouvez toujours, vous pouvez toujours trouver un maraîcher. Et des petits producteurs. Les coopératives Très bien. indépendantes, ça dépend de la taille de la ville. Effectivement, s'il faut quelqu'un qui habite le centre de Paris, s'il faut qu'il fasse 150 km pour aller trouver un maraîcher, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ouais, bah, Mais il parlait de coopérative agricole, de coopérative. Ah, il n'a pas précisé. Il a pas précisé. Faut préciser, mon cher Ozzy. Vous avez mis t'as mis juste coopérative. Coopérative indépendante. Voilà. Le principe des coopératives au départ c'était très bon, c'était des agriculteurs qui se réunissaient pour construire ensemble un silo, pour commercialiser ensemble leurs céréales, mais très vite ça a été pris par les grands groupes et c'est devenu des machines à vendre des engrais, des pesticides, ils ont détourné complètement Le sens premier, des quoi. coopératives. Au départ c'était une très bonne chose la coopérative, hein. C'était mettre ensemble un outil de travail, quoi. Mais c'est plus tout ça. L'agriculteur de cet après-midi, puisqu'on a fait une conférence, il y avait un agriculteur qui disait que le drame, effectivement, au départ, les coopératives, ça a été très très important. Et le drame, il dit, c'est quand on a mis des vendeurs et qu'il y a eu des commerciaux dans les coopératives et ça a été la fin. Parce qu'on est parti sur le business, sur le fric. Il dit, les commerciaux dans les coopératives, ça a été Ouais, c'est la dramatique. fin. Ouais, parce qu'au départ, donc c'était une idée louable quand même. Ouais, de Ah tout oui, à fait. très, C'était très, de s'entraider, voilà. Voilà. Mettre en commun un peu En commun, les parce que outils, les voilà, outils, etc. le matériel, Revenir aux vraies voilà. coopératives comme elles étaient, Comme elles étaient à l'origine, ça serait un bienfait énorme pour les agriculteurs. Mais revenir à la vraie. À la Mais vraie c'est sûr que les paysans qui ont fait les premières coopératives agricoles dans l'entre-deux-guerres, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient ce que c'est devenu, quoi. Ah oui, les malheureux, ils doivent être fous, quoi. Oui, puisqu'aujourd'hui, ce sont quoi, des machines Des énormes machines à vendre du business vendre et à appauvrir les paysans. À appauvrir les paysans, quoi, finalement. C'est terrible. On nous dit, que pensez-vous de Europe Écologie Les Verts, Voinet, qui a voté pour la réintroduction des farines animales dans l'alimentation des poissons d'élevage et des volailles? C'est Jacques Jacques. Bah, ils sont forcément pour. Non, mais, c'est marrant parce que c'est vrai que cette question des farines animales, alors c'est un scandale quand même, parce que c'est l'Union Européenne qui a voté ça, donc cette réintroduction, alors que ça avait été quand même presque un des bienfaits de la crise de la vache folle, quoi, qu'on nous avait dit, bon, on va retirer quand même ces farines animales de l'alimentation, parce que c'est ce qui nourrissait les volailles apparemment, voilà, le bœuf, etc. Tous les animaux étaient nourris avec ces Bah, farines. c'est le- Les volailles, elles peuvent, c'est Ouais. les vaches qui ne peuvent pas. Ouais. Mais les volailles, Ils sont carnassières, donc les c'est jeunes moins. poussins, s'ils n'ont pas de farine animale, un jeune poussin, il ne se nourrit pas
il se nourrit de tous les petits insectes et tout. Ouais. Mais par contre, sur les bovins, ça devrait être totalement interdit. Donc, comment on réintroduit ça Non, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a des farines animales. Les farines animales, parce qu'on a rendu le consommateur, on lui explique que les tripes, c'est pas bon. Donc on se retrouve avec un énorme gaspillage de parties qui autrefois étaient mangées. Hein, c'est-à-dire qu'on mangeait de tout, on mangeait la queue du bœuf, on mangeait plein de morceaux, c'était quasiment complètement mangé, un animal. Il y avait les parties de tripes pour faire la soupe de tripes, donc on jetait très 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 peu. Le cochon, mais on ne jetait rien du tout. Même les poils servaient à faire des brosses, on mangeait même le pied du cochon, tout. Donc il y avait très très peu de gaspillage. Maintenant, nous sommes une société du gaspillage. On se retrouve avec des normes dans les abattoirs, des tripes, plein de trucs qu'on ne vend plus. Ah, il faut bien en faire quelque chose. Alors on a inventé la farine animale, puis évidemment les gars brillants, ils se sont dit tiens, on va donner ça aux vaches, parce que c'est vrai que les vaches c'est des carnassiers bien connus, ils ont des griffes acérées, des grandes canines, c'est bien connu. Et donc évidemment les vaches elles n'ont pas supporté la viande parce que c'est un herbivore, hein, c'est tout. Oui, Donc, mais bon, on l'aurait donné qu'au poulet, au cochon, on n'aurait pas eu ces scandales-là. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on gaspille à ce point-là, si vous voulez, dans le corps d'un animal, on en jette autant à la poubelle, quoi. C'est pas normal. Autrefois, il y avait une utilisation il y avait un bien meilleur respect de l'animal. On mangeait quasiment tout. Hein. Il y avait très très peu de choses qui étaient jetées. Ouais, parce que là, qu'est-ce qu'on pourrait en faire en plus? Parce qu'on pourrait faire de la bouffe pour animaux peut-être, non? Enfin, l'idée, voilà, c'était de continuer à le donner aux carnassiers, les chiens, les chats, les poules. Non, mais maintenant aux chats on leur donne du saumon. Mais maintenant les chats, on leur donne du saumon et du foie gras, alors évidemment. Nos chats et nos chiens sont mieux nourris que certaines personnes. Ouais. Quand on voit ces publicités où on met même le petit brin de persil. Enfin, oui. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Donc oui, évidemment, c'est farines animales, parce que ça c'était quand même cette histoire de la vache folle d'ailleurs. Est-ce que c'est terminé, vraiment? Normalement, on ne donne plus de farine aux vaches. On ne leur donnait qu'aux vaches, hein. On ne donnait pas aux bœufs, on ne donnait qu'aux vaches pour qu'il faut leur faire pisser du lait. Parce que quand vous donnez de la viande à une vache, elle produit beaucoup plus de lait. Hein, donc, mais normalement, je pense que c'est complètement interdit. Ça a posé tel problème sanitaire que là, je pense qu'ils vont, à mon avis, ils ne vont pas s'amuser à recommencer. Enfin, j'espère, parce que moi j'ai lu un livre, je ne me rappelle plus l'auteur, c'était Le dossier noir de la vache folle. Et dedans, l'auteur, quand même, il met en garde sur plusieurs aspects de cette affaire qui n'ont pas vraiment été abordés, et je dirais presque même occultés. À savoir que non seulement la viande était contaminée, ça paraît évident, mais le lait, et que le lobby puissant apparemment du lait a tout fait pour qu'il y ait un placard absolu, qu'on n'en parle jamais, qu'il n'y a absolument aucune référence qui y soit faite, mais à aucun moment, quoi. Il paraît qu'ils ont vraiment la main là-dessus en disant on va sacrifier la boucherie, mais alors le lait, il n'y a pas moyen parce que, paraît-il, ça représente un marché énorme, beaucoup plus gros. La France était en premier producteur, enfin à l'époque, consommateur de produits laitiers, etc. Et il y a un autre aspect aussi qui est évoqué, qui vous rejoint, c'est les sols, en disant que évidemment les vaches, il faut bien qu'elles déjectent, il faut bien que ça aille quelque part, et tout ça retourne dans la terre, et tout ça retourne dans les nappes phréatiques, etc. C'est un cycle infernal. Et il dit autre aspect qui n'a jamais été complètement éludé, de la contamination des sols par les... Non, ils ne peuvent pas suivre, en plus c'est tellement compliqué. Une fois que vous avez pollué, c'est très compliqué d'aller voir l'origine des choses. Hein. Il faut faire attention, il faut éviter de polluer la terre. Une fois que vous l'avez pollué, c'est plus compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une dépollution possible. Est-ce qu'on pourra revenir un jour, récupérer les sols? Parce que la terre, elle est forte, elle se régénère elle-même quand même. On sait que la nature a une puissance quand même. Est-ce que si demain, genre, on arrête les pesticides, on dit on arrive, c'est terminé, vas-y, on va respecter maintenant la terre. Est-ce qu'on va retrouver, vous pensez, au fur et à mesure, un équilibre biologique quand même? Oui, on retrouvera. Les molécules toxiques, il y en a qui dureront pendant encore le chlordécone qu'on a utilisé en Martinique, on estime qu'il y en a entre 2 et 5 siècles avant de s'en débarrasser. Mais petit à petit, oui, on finira par détoxifier nos terres, mais ce sera long. Ce sera long. Ouais, ce sera long, ouais. Mais de toute façon, c'est nous qui sommes en danger, c'est pas la planète. Ouais. Attendez, en fait, chaque fois, là, les gens disent la planète... Mais en fait, quand on regarde le problème, c'est nous qui sommes en danger. Le jour où on ne sera plus là parce qu'on sera mal nourri, parce qu'on ne pourra plus nourrir, vous n'avez qu'à laisser un endroit, on va dire, en friche. Vous allez voir que petit à petit, la première chose qui va arriver dans nos périodes tempérées, on va avoir des arbres qui vont renaître. Et puis vous revenez 30 ans après, il y a un bosquet, voire une forêt, et la planète, elle s'en sortira toujours. Elle va il y aura peut-être d'autres plantes, mais je veux dire, c'est nous qui sommes en danger. Quand les gens disent c'est la planète,
de façon, le vrai problème, c'est le temps qu'on restera et tout. La planète, elle finira toujours par s'en sortir. Elle se pensera. Il y aura ça. Il faut pas se faire de soucis pour elle. Alors on nous dit, alors là on vous demande des tuyaux, on nous dit les invités auraient-ils de bonnes adresses à donner pour l'achat de miel, fruits secs, etc. Non, ça on n'a pas le droit. Non. Donc voilà, désolé, parce qu'on nous dit même par internet, voilà, vendre par internet éventuellement. Un miel, il faut essayer de trouver des Producteurs apiculteurs bio, ouais, qui les font apiculteurs pas bio. essayer d'être dans des zones bio, et puis des apiculteurs qui font pas trop de transhumance. Mais Je pense qu'il vaut mieux qu'il appelle la Confédération paysanne ou qu'il appelle les associations d'agriculteurs biologiques et puis qu'il lui donne des adresses. Ouais. voilà, C'est comme ça et qu'il il aura, aura, parce qu'on ne connaît pas tous les agriculteurs de France. D'ailleurs, en parlant du miel, il y a Dada qui nous dit salut, 0,9% d'OGM autorisés dans les produits bio, on imagine bien que c'est compliqué pour le miel par exemple. On ne peut pas empêcher les abeilles de butiner des plantes OGM. D'ailleurs, il y a beaucoup à dire sur les abeilles. Et l'Union européenne qui ne sait pas interdire les pesticides toxiques, qui ont déjà inventé les abeilles robots. Il y a un marché à... Ah bon, il y a des abeilles robots. Oui, ils voudraient faire des abeilles robots. Ouais. Des mini-drones. D'accord, des mini-drones, espèce de des En nanotechnologies. Chine, ils en sont réduits à féconder leurs arbres fruitiers au pinceau à la main. On envoie les gamins des écoles, ils fécondent des arbres, ça plus d'abeilles, ils ont tout tué. Il n'y a plus d'abeilles. Il n'y a plus d'abeilles. Non. Et là, on n'est pas bien là. On est en train de tuer toutes les abeilles d'Europe. Toutes les abeilles sont en train de mourir sur le globe. Sont en train de mourir. Sur le globe, oui. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu un reportage, et puis nous, quand on est allé travailler en Californie, on les a vus. On voit ces immenses vergers d'amandiers, mais c'est sur des kilomètres et tout. Et en fait, les abeilles sont leurs esclaves. Elles arrivent en transhumance dans des boîtes incroyables, et en fait, on les dope, elles sont droguées pour les obliger à butiner. Donc en fait, les gens qui font ça, ils expliquent en fait, ils se foutent du miel. Ce qu'il faut qu'elles fassent, c'est qu'il faut qu'elles pollinisent ces milliers d'hectares de... Et en fait, l'apiculteur disait, moi les abeilles, je les ai pas pour le miel, c'est pas ça qui m'intéresse, et on est obligé de les droguer, donc comme des amphés et tout, pour qu'elles continuent à travailler. Et il dit, elles arrivent à mourir après, parce qu'on leur demande que ça. Mettre les abeilles sous LSD, bon bah alors là on découvre des choses. Il faut voir le très très beau reportage qui c'était La mort des abeilles, je crois, où on montre ça, et c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir, quoi, parce que les abeilles sont effectivement en danger, c'est vrai. Et comme en plus on n'a plus de zones fleuries, les particuliers, autrefois on avait des prairies fleuries et tout. Maintenant, nous c'est ce qu'on conseille chez les particuliers qui ont un jardin un peu grand, c'est d'arrêter d'avoir du gazon hyper tondu, c'est de revenir aux prairies fleuries, parce que vous remettez des abeilles, des papillons, et qu'en fait on va relancer un peu ce cycle. Et on voit des choses, c'est que maintenant des particuliers achètent juste une ruche pour... C'est-à-dire, il y a plein de gens qui en offrent une ruche, et ils achètent un essaim et ils se font leur propre miel. Donc en fait, il y a un mouvement pour protéger ces abeilles. Ouais, pour protéger les abeilles, parce que les abeilles, c'est la base aussi. C'est elle qui fait contre tout. Sans abeilles, on est très mal. Il n'y a pas bien. Oui, sans abeilles, plus de pollinisation, plus de pollinisation, plus de plantes, quoi. Ah oui. Alors on nous dit... Voilà, bonsoir à tous les invités. Peuvent-ils nous expliquer la différence entre les VHR, utilisés par exemple durant la Révolution verte, et les OGM? Je n'ai jamais vraiment bien compris. VHR, oui, les VHR. Il faudrait qu'elle nous dise ce que c'est. Ouais. VHR. Le principe de la Révolution verte, c'était... c'est pas la manipulation génétique. Dans le principe de la Révolution verte, c'était on sélectionnait des plantes. On prenait X variétés de blé, par exemple on prenait 15 variétés de blé, on leur mettait des engrais chimiques. Toutes celles qui ne répondaient pas aux engrais, c'est-à-dire qui n'augmentaient pas les rendements, on les éliminait. On ne gardait que celles qui augmentaient leur rendement avec les engrais chimiques. Celles-là, elles étaient sélectionnées, puis on les sélectionnait aussi celles qui avaient le plus besoin de pesticides. Donc comme ça, on vendait à l'agriculteur la graine qui avait des gros besoins d'engrais et des gros besoins de pesticides. Et ensuite, on lui vendait les engrais, on lui vendait les pesticides. Ça, c'est le principe de la Révolution verte. Et il a eu le prix Nobel, le gars qui a inventé ça, parce qu'il a été béni par tous les marchands de produits. Quand quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, oui.
Alors on nous dit, si le peuple... voilà, parce que ça laisse tomber. Voilà, si le peuple était vraiment souverain, toutes ces questions devraient être soumises à référendum. Et le bon peuple, dans sa sagesse populaire et le bon sens paysan, refuserait toutes ces pseudo-innovations en bloc. Ceci explique cela d'ailleurs. Parce que c'est vrai que si il paraît, bon voilà, on a fait des sondages. En gros, il y a plus de 80% des Français qui sont contre les OGM. C'est-à-dire pour eux, on leur dit clairement, ils disent on ne veut pas d'OGM, qui sont prêts à dire s'il y a une loi demain qui interdit les OGM, il n'y a pas de problème. Au contraire, ils la réclament même cette loi. Et on voit bien que c'est le système donc, dans lequel on est, l'Union Européenne, qui nous impose. Parce que même les élus français traînent des pieds pour aller signer. Oui, c'est vrai. Ils sont tapés sur les doigts par l'Union Européenne qui dit vous mettez trop de temps la France. Non, mais c'est absolument. Vrai. Et là, on est... c'est vrai que si on faisait un référendum, il y aurait 80% des gens n'en veulent pas. Mais ça, c'est sûr. On leur impose. On leur impose. Comme la Constitution, les Français ont voté contre la Constitution européenne. Et on leur impose. On leur impose. Parce que cette histoire d'OGM, en plus, là où c'est malhonnête quand même de la part du camp d'en face, c'est qu'ils ne veulent même pas qu'on inscrive. Non. Non. Parce qu'on leur dit, ok, vous faites vos OGM, mais au moins vous le mentionnez comme ça. Ils savent très bien que personne ne l'achètera. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que non, on veut même pas le mentionner. Parce qu'ils savent que c'est disqualifiant d'office. Voilà, n'importe qui, moi je vais aller, je vois mon Par contre, quand vous êtes en bio, vous allez vous le marquer, il faut que vous soyez certifié. Mais OGM, vous n'avez pas besoin de le marquer. C'est ça qui est quand même incroyable. La législation, elle est quand même étonnante. Hein. Elle est toujours de leur côté et pas du côté des autres. Jamais des autres. Jamais des autres. Normalement, ça devrait être étiqueté, ça devrait être obligatoire pour que les gens aient le choix. Oui, voilà, que ce soit un choix démocratique. Voilà. Parce qu'il y a eu une étude, alors c'est une étude française sur les OGM qui a montré la nocivité. Oui, l'étude de Gilles Serralini. Là, il s'est fait rentrer dedans. Un peu, bien entendu. Voilà, diabolisé, décrédibilisé. J'ai vu le lobby se répandre en disant non mais cette étude ne sert à rien, c'est de l'hystérie, etc. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que la revue qui a accepté l'étude, et donc il y a eu des pairs qui l'ont lu et tout, alors en plus on le critique parce qu'il aurait utilisé une variété de rats qui est très sensible, qui serait sensible au cancer, enfin aux tumeurs. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est Monsanto, puisque Monsanto est encore, on va dire, vraiment que j'ai une dent contre eux, mais effectivement, puis c'est plus qu'une dent même, en fait ils ont réussi à virer le directeur de cette revue, à mettre un de leurs hommes de paille, et c'est l'homme de paille de là qui demande et qui a réussi à retirer l'article de Gilles Serralini. Donc quand on parle de liberté de science, c'est fou. Chapeau. Ouais. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment tous les moyens pour empêcher absolument que quiconque puisse... Non, puis le coup de l'argument, c'est une variété de rat plus sensible que les autres, que l'autre habituel au cancer. Ça veut dire qu'en fait, d'ailleurs, si on a choisi le rat pour les expériences de tous les produits, c'est que c'est le mammifère le plus costaud. Il vit dans les égouts, il vit partout. Si on avait pris le cobaye, par exemple, qui était extrêmement fragile, mais les 3/4 des molécules qui sont balancées dans le commerce seraient strictement interdites parce qu'elles tuent les cobayes. Mais comme on a pris exprès l'animal le plus résistant qui existe de tous les mammifères, parce que le rat c'est increvable, alors ils savent que quand ça tue le rat, là effectivement il faut s'inquiéter. Et alors là, ça a tué des rats, pourtant c'est costaud le rat, mais ça a flanqué des cancers, des grosses tumeurs et tout. Il y a de quoi se faire peur, parce que si le rat chope des tumeurs, je ne dis pas pour l'être humain, quoi. Et il raconte, ah ouais mais c'est une race, que celle-là est un peu sensible au cancer. Bah oui, si elle est sensible, donc ça veut dire que vous avez intérêt à pas être sensible au cancer, je vous le conseille. Ça a intérêt de costaud. Non, puis on diabolise ce scientifique qui a été avant, parce qu'à un moment il était expert, je ne me sais plus dans quel organisme, pour les OGM, donc on s'appuyait sur sa compétence, sur ses qualités scientifiques, parce qu'à ce moment-là, on va dire, il gênait personne. Et là, il fait une publication, il fait un travail scientifique, parce qu'il y a eu cette expérience, mais il avait déjà eu des problèmes, parce qu'il avait déjà démontré qu'il y avait du problème avec du glyphosate. Et là, parce que ça gêne des intérêts, et on dit qu'il a perdu la tête, il est plus scientifique, il a une case qui ne va pas, ça ne va pas, quoi. C'est facile de discréditer un scientifique en disant il a pété un câble. Non, quand même, quoi. Alors qu'il y a 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, il était mis comme ça.
Oui, Ah ouais, c'est un monsieur, vous expert. êtes un grand expert et tout, oui. Tant ne vous gênez pas, vous êtes expert. Ouais, non, mais c'est ça, c'est quand même incroyable, quoi, tous ces pseudos, et vous avez pas été victime de ça, non? Des fois, ça va, Bah, vous avez si. pas eu de... Ah aussi, vous avez Mais été- beaucoup moins que... Beaucoup moins, ouais. Ah, nous, d'abord, on est indépendant. On a quitté l'INRA, parce que nous, on est indépendant, donc ils ne peuvent pas nous couper les fonds. Ça, c'est déjà... Bon, par contre, ils ont fait plein de propagande contre nous, pour qu'on ait moins de clients, moins d'agriculteurs qui demandent nos services. Donc c'est à ce niveau-là ils racontent dans les chambres d'agriculture qu'on est nul, qu'on n'est pas scientifique. Donc ils nous tapent sur le dos pour essayer de nous retirer le maximum de clients, pour nous empêcher de vivre. Bon, c'est vrai qu'à cause de ça, on n'est pas prêt, enfin, c'est pas grave, mais enfin, on n'est pas prêt de faire fortune. Mais enfin, on survit. Ils n'ont pas réussi encore à nous tuer, à étouffer notre laboratoire. Mais dans le cas de G. Serrani, il est à l'université, lui, donc il dépend des fonds nationaux. Hein. Donc lui, il le casse à fond pour qu'il puisse plus travailler dans son S'il n'y a plus de laboratoire. fonds, quoi. s'il n'y a plus de Ouais, techniciens, il sera coincé. s'il n'y a plus rien, là. il sera coincé. Ouais. Il sera mis dans un placard. Et ça, C'est- c'est la pire des choses. On dit on peut tuer, effectivement, d'une arme, mais on peut tuer psychologiquement des gens. Et ça, ils s'en privent pas. Hein. Ouais, la mort sociale, Et la mort sociale, voilà, on fait une Ils mort s'en privent sociale. pas. On va peut-être s'arrêter là, non? Oui, Parce que- bah oui, on va pas trop tarder. Il y a encore 2-3 questions, si vous voulez. On nous dit juste, voilà, on va devoir se rebiffer, sinon on va arrêter la marche. Voilà, on va finir avec la marchandisation de tout. Ouais. Hein. Donc ils ont vraiment compris, le fou se croit sage et le sage se reconnaît fou. Ça, c'est vrai. c'est ce qui dit ça. Oui, c'est vrai. On nous dit, j'habite dans le Limousin et on m'a dit que 90% du cheptel français des bovins était cirrhosé car on leur a donné trop de céréales. C'est QSR qui nous dit ça. C'est pas les céréales qui donnent, c'est l'ensilage, c'est-à-dire de l'herbe fermentée, on leur donne de l'herbe fermentée. Autrefois, on leur donnait du foin, ça se passait très bien. Maintenant, on coupe l'herbe jeune, on la fait La fermenter, et ça fait de la choucroute. Imaginez que vous mangez de la choucroute tous les jours, vous auriez une cirrhose. Parce que c'est très très riche en alcool et en acide, et ça esquinte le foie. Et c'est vrai que le bétail est très cirrhotique, enfin tout le bétail qui mange de l'ensilage, oui, est cirrhotique. D'accord. Voilà, la vrai. réponse, hein, mon cher QSR. On nous dit, bonsoir, j'ai entendu parler d'une technique qui est l'hydroponie, qu'en pensez-vous? Si je me trompe pas, je sais que ça permet de faire des grosses économies d'eau et je pense qu'il serait judicieux pour aider les agriculteurs à développer ces techniques prometteuses. Ah bon? Non, l'hydroponique, Ah c'est bah non, c'est tout la l'inverse. tomate hors sol, oui. Ouais, bah Non, là, il c'est doit ce qu'on a avoir, parlé, mon cher Mathieu, ouais. vous débarquez là. Là, il On en a- confond, là, il Voilà, confond avec voilà. quelque Non, chose. l'hydroponique, c'est effectivement, c'est le goutte à goutte. Il C'est-à-dire voulait que, peut-être parler ouais. du goutte à goutte pour Voilà. économiser l'eau, Voilà. peut-être, hein, plutôt que Oui, l'hydroponique. parce qu'effectivement, bon, on ne met que c'est pas une irrigation trop importante, c'est du goutte à goutte, mais en fait, c'est pas une agriculture durable. C'est pas durable. Normalement, l'eau, elle doit, quand elle pleut, quand il pleut, elle doit tomber dans le sol. Le problème, c'est que maintenant, elle ne tombe plus dans le sol, c'est que les sols sont morts. Donc, elle part dans les rivières, elle fait de la boue partout, elle fait des inondations, et elle ne reste plus dans la terre. Donc, les terres se dessèchent, mais elles se dessèchent parce qu'elles ne sont plus vivantes. Quand une terre est vivante, vous n'avez pas besoin d'irriguer. Donc, diminuer énormément. La meilleure façon de diminuer l'irrigation, c'est de rendre la terre vivante et de lui mettre de l'humus. Et ça va stocker l'eau, ça va faire des réserves Voilà, hydriques. et d'avoir donc plein de petites exploitations Voilà, c'est partout, ça, parce que exactement. là, alors juste 2 dernières questions parce qu'ils sont. On nous dit voilà Rogelio parce qu'il dit je repose ma question. Pensez-vous que les agriculteurs et le monde agricole en général va venir au jour de colère donc le 26 janvier pour mettre fin à ce massacre de notre terre? Il demande s'il y aura des représentants, vous savez pas non? S'il y a une manifestation jour de colère dimanche. Dimanche, ah oui. Oui, ça réunit un peu tout le monde, toutes les D'accord. causes et c'est vrai que Ça serait bien que les a sa agriculteurs place. qui viennent, ouais. Ouais. Ah oui, Ouais, tout ça à serait fait. bien, Ouais. je sais pas. L'agriculture a sa place. Ah, tout à fait. On nous dit Claude et Lydia, je suis vos conférences et vidéos depuis 2 ans et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre intégrité. Bien souvent, je me sers de vos vidéos pour expliquer à mes proches et voisins en quoi c'est nécessaire de revenir à une autre agriculture. Merci infiniment. Voilà. Donc, beaucoup de messages, effectivement, de remerciements et d'encouragement. Donc, merci beaucoup d'être venu. Je pense que Merci. les auditeurs, les métanotes, Bonsoir. comme ils se sont surnommés eux-mêmes, sont extrêmement contents de cette soirée agriculture où on a appris beaucoup. Et voilà, on nous dit merci aux invités. En tout cas, c'était une soirée très instructive qui a permis d'apprendre pas mal de choses. À bientôt, continuez comme ça. Voilà, je trouve que c'est le merci. parfait mot de la fin. En plus, je vous dis, ils sont taquins. C'est-à-dire que si ça leur plaît pas, ils le font savoir. Donc là, s'ils ont, voilà. Et je pense que vous inspirez vraiment le plus grand respect. Et merci beaucoup pour votre travail parce que je pense que ça inspire effectivement beaucoup de gens et que vous nous avez ouvert les yeux sur ces problématiques. Et on a appris beaucoup de choses ce soir.
encore plus, j'ai envie de dire, parce que là on est encore plus, un peu plus remonté, parce que maintenant on sait qu'il va falloir mettre l'agriculture au centre de nos préoccupations, quitte à ce que ça devienne un droit constitutionnel, comme je l'évoquais, mais je pense que c'est pas surréaliste, c'est plutôt presque salutaire et nécessaire, et de prendre à bras le corps ces problèmes-là, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci, voilà. Merci de votre engagement. Bonsoir à Au revoir. Demain, on se retrouve pour l'antenne est à vous, libre antenne et peut-être des surprises. Restez connectés et merci Jacques, QSR, Ozzy, Polo de Lisbonne, Brillant Bastard, Malababs, Roy de Coupe, Mathieu, Rogelio, etc. Tom, JMK 66, OS au sérieux, Stigri, No Limit 72, Scorpion, Will of Future, Ozzy, et voilà, Libre Quenelier, etc. Tous les gens qui sont connectés sur le chat, évidemment, dédicace à Fred, dédicace à Michael, à Lies, à Kamel, et évidemment,